19 h, vous regardez Al 24 News et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Alors que les messages de félicitations pleuvent sur Alger, Abdelmajid Tebboune définit les principales priorités de l'Algérie dans un message à Antonio Guterres au lendemain de l'élection du pays en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. S'achemine-t-on vers un divorce économique entre l'Union européenne et le Maroc ? Bruxelles annule les négociations pour le renouvellement de l'accord de pêche entre les deux parties. Les rencontres du comité libyen 6+6 soldées par un échec. De nouvelles discordes planent sur l'accord devant établir les lois électorales. Et puis la course au réarmement est enclenchée. La France ainsi que d'autres pays augmentent leur budget militaire sur fond d'un contexte géopolitique tendu. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce mercredi la cérémonie d'ouverture du colloque national sur la cybersécurité sous le thème « La stratégie nationale de cybersécurité pour une Algérie cyber-résiliente » organisée par le ministère algérien de la Défense. Abdelmajid Tebboune a à cette occasion souligné que la numérisation est un enjeu fondamental dans la lutte contre la corruption et le développement d'un nouveau système de gestion visant à servir le pays et à réaliser l'intérêt public. إن تحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة وجاهزية الاستراتيجية في حالات الخطر يشكل اليوم أحد أهم الشروط الاستباقية لتوفير الحماية اللازمة والكاملة للمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر وذلك ضمن منظومة التكفل بالأمن الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية. Abdelmajid Tebboune a, dans un autre sujet, adressé une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, après l'élection hier de l'Algérie en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président algérien a déclaré dans cette lettre que l'Algérie aura une occasion renouvelée, après avoir assumé avec succès la présidence de la Ligue des États arabes, de réaffirmer les principes fondateurs de sa politique étrangère et de partager sa vision sur les questions à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Le président Tebboune a également ajouté que cette élection confère au pays une responsabilité particulière consistant à participer au processus de prise de décision visant à renforcer la paix et la sécurité internationale. Et à l'issue de cette élection, les félicitations de la part de plusieurs pays affluent, à l'instar du président de l'État de Palestine, Mahmoud Abbas, de l'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, et de plusieurs ambassades en Algérie, telles que la Chine, le Canada et les États-Unis. Le président du Parlement arabe, Adel Ben Abdelrahman Al-Assoumi, a notamment souligné que cette victoire reflète la position de l'Algérie au niveau arabe et international. Les relations entre le Merzen et l'Union européenne se détériorent. L'UE a décidé de ne pas mener de négociations pour renouveler l'accord de pêche entre les deux parties qui expirera le 17 juillet prochain, et ce en raison de son champ d'application géographique au niveau des eaux du Sahara occidental. Kherdin Batash. L'Union européenne prend encore une fois le Maroc en traître. Bruxelles fait machine arrière. L'Europe ne veut plus négocier avec Rabat la prolongation de l'accord de pêche. En cause, bien entendu, la nature même de cet accord qui s'étend aux eaux du Sahara occidental et qui est entre les mains de la justice. La Cour de justice européenne devant trancher sur sa validité ou pas. Pour nombre d'observateurs, il s'agit avant tout d'une nouvelle séquence politique dans laquelle le Royaume devrait laisser des plumes. La position européenne est perçue comme un signe de détérioration des relations entre l'Europe et le Maroc. Diplomatiquement parlant, c'est une énième défaite pour Rabat, une victoire de plus pour la Rast. Et alors que l'accord remis en question expire le 17 juillet prochain,
Bruxelles ne veut plus entendre parler de négociations avant que la CJE ait rendu son verdict. Un verdict attendu pour la fin de l'année en cours. En creux et dans l'ombre du Maroc Gate, beaucoup d'observateurs croient que le refus de Bruxelles de retourner à la table des négociations signerait de jurer l'acte de décès de l'accord qui institue le pillage des richesses halieutiques du peuple sahraoui. L'Europe serait-elle prête à sacrifier les intérêts des 140 navires qui exploitent les fonds marins sahraouis? Rien ne semble plus sûr. Et c'est toute la stratégie économique de l'occupant marocain en Sahara occidental qui en prend un coup. Et le risque effet domino n'est pas à exclure quant à d'autres secteurs pour lesquels les deux parties ont également institué le pillage des ressources naturelles et autres richesses du sol sahraoui à travers des accords illégaux et scélérates. L'autre stratégie marocaine qui semble faire l'objet d'un effet boomerang sur le plan diplomatique, c'est celle qui consistait à dire « le royaume regarderait ses partenaires par le prisme de la question sahraoui ». Le Parlement brésilien a annoncé la création d'un groupe parlementaire d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui. Le représentant du Front Polisario au Brésil, Ahmed Moulay Ali, a remercié les députés brésiliens pour cette avancée qui contribuera à la protection du droit international, de la légitimité internationale, du droit des peuples à l'autodétermination, mettant l'accent sur la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés et les conditions des prisonniers civils sahraouis dans les établissements pénitentiaires du Maroc. Et je vous le disais en titre, c'est finalement par un échec que se sont soldées les rencontres du comité libyen 6+6. Aucune signature n'a finalisé ces travaux, laissant planer de nouvelles discordes au sein des parties libyennes, alors que l'OMANUL ne ménage pas ses efforts pour une sortie de crise libo-libyenne par des élections libres et transparentes avant la fin 2023. Tinina Makassi. C'est finalement une montagne qui accouche d'une souris. Le comité libyen 6+6 n'a abouti à aucun accord, jetant de nouveau l'incertitude quant à la tenue d'élections législatives et présidentielles en Libye avant la fin de cette année. Après 2 semaines de conclave, les membres du dit comité chargé de la préparation des lois électorales n'ont pas finalisé leur rencontre par la signature d'un accord comme annoncé préalablement ou tout du moins espéré. C'est une formule plutôt inhabituelle que le comité a adoptée, à savoir reprendre les discussions concernant l'éventuelle signature de l'accord final, un compromis qui fait vœu d'échec, ou tout du moins de la médiation qui a accueilli ces rencontres. Les divergences n'ont pas pu être atténuées, alors que le facteur temps presse l'ensemble des parties libyennes à en finir avec l'imbroglio institutionnel qui mine le pays depuis plusieurs mois déjà. Les points de controverse sont nombreux et pas des moindres. Ils sont principalement liés à des questions stratégiques et sécuritaires, pas seulement à des divergences logistiques. À titre d'exemple, le comité est composé de 6 membres de la Chambre des représentants et de 6 autres membres du Haut Conseil n'a pas tranché sur la question des binationaux et leur éventuelle candidature à la présidence du pays ou encore le rôle de ces derniers au sein de l'institution militaire. Qui plus est, l'organisation d'un double scrutin législatif et présidentiel simultanément semble également poser problème. Une posture peu constructive aux antipodes des efforts consentis par la MENOUL pour une sortie de crise libo-libyenne par la tenue d'élections avant la fin 2023. Au Cameroun, 19 terroristes du groupe Boko Haram ont été tués par les forces de défense camerounaises au nord du pays. L'armée a neutralisé 4 terroristes qui tentaient de prendre la fuite en direction des montagnes près de la frontière avec le Nigeria. Et puis 2 attaques terroristes ont fait 21 morts, dont majoritairement des supplétifs civils de l'armée et des soldats au Burkina Faso. Une source sécuritaire burkinabé a indiqué que l'unité mixte participait à une opération de sécurisation dans la zone et que les vecteurs aériens déployés en riposte à cette attaque ont permis de neutraliser plus d'une 50aine de terroristes. La mosquée Al-Aqsa a été une nouvelle fois la cible d'incursions par plus d'une 60aine de colons qui ont pris d'assaut l'esplanade de la mosquée. La police d'occupation a renforcé son déploiement à l'intérieur des lieux et au niveau des entrées. Plusieurs cas d'harcèlement envers les fidèles ont également été enregistrés.
On reste en Proche-Orient. Plusieurs Palestiniens ont été blessés par les balles des forces sionistes lors d'affrontements qui ont éclaté ce mercredi dans le camp de réfugiés de Aqaba Jabar au sud de la ville d'Ariha. Les soldats d'occupation ont mené des attaques, des fouilles ainsi qu'une vague d'arrestations. 100 organisations américaines ont lancé une nouvelle campagne de soutien à la Palestine intitulée « Communauté sans apartheid », une campagne qui vise à mettre fin à l'appui des États-Unis à l'entité sioniste. Dans un communiqué publié ce mercredi, les organisations en question ont déclaré s'engager à démanteler l'apartheid en Palestine occupée. Plus d'une cinquantaine d'entre eux ont déjà signé cet engagement. Le barrage de Karovka, dans le sud de l'Ukraine, est désormais associé au nouveau rebondissement du conflit entre Kiev et Moscou. Après la destruction lundi soir de la centrale, la Turquie tente une médiation par le biais de son président Recep Tayyip Erdogan, qui propose une commission d'enquête sur les faits. Amen Tota. Entre les répercussions environnementales et le risque d'attiser le conflit russo-ukrainien, le barrage de Karovka devient un autre épisode de la crise. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement depuis les premières heures de l'explosion de la centrale dans le sud de l'Ukraine. Les dirigeants des deux pays se sont entretenus par téléphone avec le président turc Recep Tayyip Erdogan pour discuter des faits. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'acte est digne de ce qu'il a qualifié comme une catastrophe naturelle. Il accuse Moscou d'en être à l'origine. En contre-champ, le Kremlin estime qu'il s'agit d'une opération menée par Kiev, conduisant à un désastre climatique. Dans ce registre, Ankara table sur la mise en place d'une commission internationale appuyée par des experts d'Ukraine et de Russie, ainsi que les Nations Unies, incluant par la même occasion la Turquie, et ce afin de mener des investigations approfondies dans ce dossier. Sur les lieux et dans la commune limitrophe du barrage Karovka, des espaces agricoles et des moyens de communication sont en péril depuis lundi dernier. Plus de 2000 maisons dans 15 agglomérations de la région de Kherson ont été submergées. En tout, pas moins de 2700 personnes ont jusque-là été évacuées des zones inondées sur les 22 000 sinistrés. Conflit russo-ukrainien toujours, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré ce mercredi qu'il faudrait 1 à 3 mois pour réparer le pipeline d'ammoniac Togliatti-Odessa endommagé. On l'écoute. Selon les informations disponibles, le 5 juin, le pipeline d'ammoniac Togliatti-Odessa a explosé dans le district de Kupiansk, dans la région de Kharkiv, dans une zone sous le contrôle des forces armées ukrainiennes. Oui, c'est la même installation d'infrastructures civiles qui a été mentionnée à plusieurs reprises dans le cadre de l'accord sur les céréales de la mer Noire. Il va sans dire que le régime de Kiev est la seule partie qui n'est pas intéressée par la reprise des opérations de l'oléoduc. En France, nouvelle motion de censure à l'Assemblée nationale annoncée ce mercredi par la présidente du groupe NUPES-LFI, Mathilde Panot, suite à la décision de la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, de bloquer l'examen de la mesure d'abrogation de la réforme des retraites. Les députés français ont voté aujourd'hui la loi de programmation militaire qui prévoit une hausse de 40% du budget militaire du pays. D'autres États, à l'instar du Japon et de l'Allemagne, ont fait de même dans un contexte géopolitique très tendu. Analyse de Safwan El-Mansabri. Pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Un adage qui sied à la conjoncture internationale actuelle. La question sécuritaire est désormais au cœur des enjeux. Des pays autrefois de nature pacifiste procèdent à un réarmement massif. Le ministre de la Défense japonais déclare « Le monde fait face au plus grand défi depuis la Deuxième Guerre mondiale. Pour cela, il a demandé un budget de 40 milliards de dollars. Le gouvernement japonais prévoit de doubler son budget annuel de défense en le faisant passer à 2% du PIB d'ici 2027. Traumatisé par la Seconde Guerre mondiale, le Japon a inscrit le pacifisme dans sa constitution et misé sur une sous-traitance de sa défense auprès des États-Unis. La puissance pâlissante de Washington et la proximité géographique avec la Chine obligent Tokyo à se pencher sérieusement sur sa propre défense.
L'Allemagne, autre grand perdant de la Deuxième Guerre mondiale, est en train elle aussi de briser le tabou de l'armement. Retour de la guerre en Europe oblige. Début 2022, Olaf Scholz a annoncé le déblocage d'une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros pour moderniser la Bundeswehr. Mercredi 7 juin, les députés français ont adopté la loi de programmation militaire qui fixe la stratégie militaire de la France. La loi prévoit un budget de 413 milliards d'euros jusqu'à 2030, un portefeuille en forte hausse. Le projet a été adopté par une majorité écrasante de 408 députés. Malgré les dissensions internes, la classe politique française s'accorde largement sur le besoin de renforcer la puissance militaire de la France. Le conflit en Ukraine aura servi de véritable électrochoc en Europe, continent qui se targue d'être un îlot de paix. Le choc psychologique du retour du conflit armé en Europe a rappelé qu'en dehors du vieux continent, les armes ont encore droit de cité. Tension entre Pékin et Washington. La Chine a affirmé que la récente opération de navires et d'avions de guerre américains dans le détroit de Taïwan était une provocation militaire pure et simple, après que les États-Unis se sont plaints de l'interception dangereuse d'un engin américain par un navire de la marine chinoise. Je vous propose d'écouter le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Les navires et avions militaires américains ont parcouru des milliers de kilomètres jusqu'aux portes de la Chine pour mener des actions telles que la reconnaissance rapprochée et la démonstration de force près des eaux territoriales et de l'espace aérien chinois. Il ne s'agit pas du tout de liberté de navigation, mais de l'hégémonie de la navigation, et c'est une véritable provocation militaire. Un tel comportement hégémonique est à l'origine des risques de sécurité en mer et dans les airs. Alors que plus d'une centaine de méga-incendies sont hors de contrôle au Canada, des pépanages de fumée se propagent sur des kilomètres dans plusieurs villes canadiennes et même au-delà jusqu'à atteindre New York aux États-Unis. Une situation aggravée par les vents qui soufflent et qui ont des répercussions directes sur la qualité de l'air des deux côtés des frontières. Sohila Kelal. Le Canada brûle alors que son voisin américain suffoque. Au Québec, nouvel épicentre des incendies qui ravagent le pays, l'air est irrespirable, l'atmosphère est lourde et d'épais nuages de fumée noire assombrissent le ciel. Pour cause, pas moins de 160 incendies y sont simultanément actifs. Même scénario du côté de l'Ontario, où comme on peut le voir sur ces images, d'immenses flammes s'élèvent au-dessus de la forêt, sur les rives du lac Centennial, dans l'est de l'État, où depuis plusieurs jours, un gigantesque incendie est hors de contrôle, malgré les efforts déployés par les pompiers et le balai incessant des bombardiers d'eau. La situation est telle que l'épais voile orange qui enveloppe plusieurs grandes villes canadiennes a dépassé les frontières. À New York, par exemple, l'emblématique Skyline est complètement noyée dans la fumée. D'ailleurs, les services météorologiques ont émis une alerte pour la qualité de l'air jugée médiocre. Plus de 50% de la population américaine, tout à l'est de Columbus, dans l'Ohio, connaît des niveaux de l'ordre de 150 à 180, ce qui est un indice de qualité de l'air suggérant que ces niveaux sont très dangereux à respirer. Le Canada est en proie aux flammes depuis le mois de mai dernier. Des dizaines d'incendies sont toujours actifs à l'ouest du pays, notamment 62 feux en Alberta, 76 feux en Colombie-Britannique, mais aussi dans le centre du pays, où 24 incendies sévissent toujours dans la province de la Saskatchewan. Plusieurs activités scolaires, parascolaires, récréatives et sportives ont été annulées par les autorités du Québec et de l'Ottawa, car la qualité de l'air continue de constituer un risque majeur pour la population. Le Canada est confronté ces dernières années à des événements météorologiques extrêmes dont l'intensité et la fréquence sont accrues par le changement climatique. Sport football, ne ratez pas ce soir à 20h la finale de l'Europa Conference League à Prague qui opposera les Anglais de West Ham aux Italiens de Fiorentina. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.